Donc jusqu'à présent, pas de soucis particuliers, tout le monde a bien suivi, tout le monde a bien compris. Tout le monde a envie de faire du Xamarin Forms? Ouais. Ah, je vous ai expliqué pourquoi le natif c'est bien aussi. Et après, vous aurez peut-être envie de faire du natif. Dans l'idée, le natif, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, petit sommaire de la présentation. Pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Et j'ai décidé de quand même placer une petite session MVVM, parce que combien d'entre vous sont des développeurs dans la salle qui ont fait du Silverlight, WPF, Windows Phone, etc. Un petit paquet. Donc je me doutais bien que c'est une question qui allait revenir. Parce que autant en Xamarin Forms, on comprend qu'MVVM, c'est quelque chose d'accessible, parce qu'on est sur du XAML, ça semble assez logique que ça fonctionne. Autant on va voir qu'on peut en faire en natif, mais que ce n'est pas forcément indispensable. Attends, il y en a qui sont en train de crisser des dents, je les entends ici. Donc, développement natif. Première chose, qu'est-ce qu'on appelle le développement natif? Le développement natif, c'est le fait d'utiliser les contrôles graphiques de la plateforme, les API fournis par la plateforme, et en gros, on s'intègre dans les mêmes choses que les développeurs Android en Java ou iOS sur du Swift ou de l'Objective-C. Ce qu'on appelle natif, c'est vraiment, voilà, j'utilise les mêmes contrôles graphiques, j'utilise les mêmes couches. Et typiquement, si je fais une application Xamarin iOS en native, je peux accéder à Core Graphics, qui est une application, qui est une API qui permet de faire du graphique, comme son nom l'indique. Core Animation pour les animations. Pour Android, on a tous les systèmes de support libre. Et s'il y en a qui ont fait un peu d'Android dans la salle? Quelques-uns, ok. Pour iOS, que je me fasse une petite idée, ouais, quelques-uns aussi. Voilà, donc je vais essayer de tisser des parallèles entre les plateformes pour les personnes qui ont fait ça. L'idée, c'est ça, c'est que si vous êtes un développeur Android, que vous arrivez sur une application Xamarin C# qui cible que de l'Android, eh ben, vous allez retrouver vos fragments, vous allez retrouver vos activités, vous allez retrouver les supports libres, avec toutes les joies qu'il y a dedans. Vous allez retrouver Google Maps, si vous souhaitez l'intégrer, avec toutes les joies qu'il y a dedans. Bref, les mêmes problèmes que vous avez en Java, vous allez les retrouver en C#. Mais dans un sens, c'est bien, parce que ces problèmes-là, ils sont connus. Donc, c'est des problèmes qu'on sait résoudre. Et comme j'aime souvent à le dire, la meilleure documentation Android, c'est Stack Overflow. Et on est tombés tous dessus à un moment ou l'autre. Alors déjà, comment ça marche une application Xamarin? Pourquoi on dit que c'est natif? Parce que ça génère des paquets natifs aussi. Et sur iOS, alors ça c'est une slide qui est assez connue, on la repasse souvent, mais je fais quand même un petit arrêt dessus. Sur iOS, on va en gros transformer le code C#, son IL, son bytecode ARM, on va le transformer directement en bytecode iOS. Donc vis-à-vis d'une application faite en Objective-C ou en Swift, il n'y a pas de différence. On a le même bytecode. C'est un processus qu'on appelle l'AOT, qui veut dire Ahead of Time Compiling. Donc ce truc-là, c'est on prend notre code C#, il est transformé avec sa moulinette en code compilé natif iOS. Et ça, c'est possible pour plein de raisons. Déjà parce qu'on connaît les devices sur lesquels ça tourne, et aussi parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement, parce que Apple, ils n'aiment pas les machines virtuelles. Donc, il ne faut pas de machine virtuelle. Ça, c'est la petite différence avec Java, où quand on fait de l'Android, on va avoir deux machines virtuelles qui vont tourner, la machine .NET et la machine Java. Comme ça, au premier abord, on peut se dire oh, ça va être super lourd. Pas du tout, en fait. Déjà, dans la machine .NET, ce n'est pas l'intégralité du framework .NET. Sinon, il va vous falloir des téléphones avec 15 Go pour chaque application, et ça, ce n'est pas le meilleur truc. On a juste le subset des API .NET que vous utilisez. Il y a un processus un peu délicat qui s'appelle le linker qu'on peut aller tweaker. Et lui, son but, c'est, en gros, il voit tout votre code, il regarde dans tout le code qu'il a compilé ce qui n'est pas utilisé, et il le jette. Alors parfois, il a tendance à jeter un peu trop de choses, on peut l'aider. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc vous avez une application qui est assez légère. Et deux machines virtuelles qui communiquent l'une avec l'autre. Deux langages managés. On peut se dire c'est lent, mais Xamarin, ils ont fait un boulot de dingue là-dessus. Et en fait, il y a même des cas où ça peut, pas tout le temps, mais ça peut être plus rapide de faire certains trucs en C# que de les faire en Java. L'idée derrière Xamarin, finalement, c'est quand même d'avoir les meilleurs perfs avec le plus de code partagé possible. Jusque-là, je pense que tout le monde a
a compris le message et que personne va dire autre chose. Mais ce n'est pas seulement le seul usage. On peut aussi imaginer des usages dans lesquels une entreprise a une DSI qui change régulièrement. Et on peut se dire, bah, je commence mon application en Xamarin parce que là, ils m'ont demandé de l'iOS, mais à vue de pif, ça a déjà changé 2 fois depuis 2 ans, donc peut-être que l'année prochaine, ils voudront faire plutôt de l'Android. Donc au moins, j'ai ma base de code, elle est prête et je peux m'adapter rapidement. Ça, c'est aussi un autre cas qui est moins évoqué, mais qui peut exister, qui existe. Donc, Xamarin Native, ça permet de développer des applications iOS, Android, mais aussi macOS. Alors ça, on en parle beaucoup moins, c'est un peu moins répandu, mais c'est tout à fait possible. Donc toutes les API Coco, vous pouvez les utiliser sans souci. Le but, c'est de partager du code et de respecter les codes graphiques de chaque plateforme. On a parlé tout à l'heure de UI Segmented Control sur iOS, on peut parler de Recycler View sur Android. Il y a plein de choses comme ça, plein de contrôles. Quand on fait du natif, on les utilise. On utilise les mêmes que les développeurs natifs. Une autre chose intéressante, c'est qu'on peut utiliser les API spécifiques de chaque plateforme, mais pas que celles qui existent de base. C'est-à-dire que si vous avez je sais pas moi, un lecteur de code barre que vous adorez, qui existe en iOS en Objective-C, et que c'est juste impossible à recoder dans les temps, vous pouvez très bien créer un wrapper C# dessus. Et tous les appels que vous allez faire vont être redirigés vers cette librairie. On appelle ce processus le binding. À ne pas confondre avec le binding de Xamarin Forms. Là, on est sur du binding de bibliothèque. Pour les plus anciens d'entre nous qui auraient fait du .NET il y a très très longtemps, quand on faisait des pinvoke, de l'interop, etc., bah, c'est exactement ça. Ça fonctionne de la même manière. On a un code managé qui appelle un code non managé. Donc, tout ça pour dire qu'à partir du moment où j'utilise les contrôles graphiques, que j'utilise les bibliothèques à disposition dans le framework, que je peux utiliser tout ce que le matériel m'offre, Touch ID sur iOS, etc., et qu'en plus, je peux utiliser des bibliothèques que je trouve sur CocoaPods ou autres, bah, je suis en natif. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de parler super longtemps là-dessus, bah, on va faire une petite démo. Et je vais vous montrer, parce qu'a priori, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'iOS dans la salle, comment ça se passe quand on crée un projet Xamarin iOS. Donc déjà, on va créer un nouveau projet pas de new file, ça serait mieux. Voilà. New solution. On va prendre une application iOS vide en single app et on va l'appeler Xamday iOS. Là, on peut voir qu'on peut préciser en gros sur quel device on veut que ça tourne. Alors pour ceux qui ne font pas d'iOS, c'est ce qu'on appelle les API unifiées sur Android, enfin sur Android. Les API unifiées sur iOS, à ne pas confondre avec, dans le monde iOS, ils appellent ça les Universal Apps aussi en fait. Donc quand on vient du monde Windows et qu'on fait du Xamarin, il faut bien préciser de quoi on parle, sinon ça commence à devenir confusant. Donc on va faire une petite application. Ici, on va choisir de cibler la dernière version d'iOS, parce que de toute façon, tout le monde migre, et sur Apple, s'ils ne sont pas contents, bah, ils migrent quand même. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe ? Alors je vais rajouter un petit truc. Normalement, j'ai une loupe quelque part. Je ne sais plus où je l'ai mise. Si je ne la retrouve pas, tant pis. Ok, c'est pas grave. Donc, on va augmenter la taille du code. Ici, on a un projet iOS. Et pour les développeurs qui font de l'iOS, on va noter quelques éléments importants. Déjà, l'AppDelegate. Donc, cette classe, c'est en gros, on ne va pas dire l'entry point de l'application, parce que sur iOS, c'est pas vrai, mais c'est juste derrière. C'est là-dedans que vous allez recevoir tous les événements liés à la plateforme. Typiquement, écoute, il y a un appel téléphonique qui vient d'arriver, donc tu n'as plus le focus, débrouille-toi. Ou tu as 3 secondes pour terminer tout ce que tu es en train de faire parce que je vais te tuer. Tous les événements de ce genre-là, vous allez les recevoir là-dedans. Et c'est exactement les mêmes si vous étiez en Swift ou en Objective-C. C'est la même chose. On a 2 fichiers, info.plist. Ce fichier, je vais l'ouvrir d'ailleurs. Ce sont les caractéristiques de l'application.
ici, on va voir le nom du package de l'application, le numéro de version, vers quelle version d'iOS je cible, quelles sont les résolutions supportées, etc. etc. Les icônes, bref, ça c'est pour quand vous faites du déploiement interne. C'est pas utilisé dans l'Apple Store. Bref, il y a pas mal de choses. Vous pouvez activer les maps, vous pouvez utiliser les modes de backgrounding. Et je vais profiter de vous parler des modes de backgrounding pour vous expliquer que sur iOS ou sur Android, les API sont très différentes. Elles ne fonctionnent pas de la même manière, même si fonctionnellement, ça sert à la même chose. Comment ça se passe lorsque je suis sur iOS, que je télécharge un fichier et que je n'ai pas envie que le système me tue alors que je suis en train de terminer de télécharger mon fichier? Dans iOS, on peut utiliser ce genre de choses avec les backgrounding modes. On peut utiliser aussi un truc qui s'appelle le background fetch dans iOS qui va permettre, si je fais une application de news, un journal au hasard, hein, vous prenez celui que vous voulez, qui se mette à jour même si l'application n'est pas lancée. Donc elle va télécharger les derniers articles de manière régulière, puis comme ça, quand vous lancez l'application, c'est déjà à jour. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont disponibles, et ça, en Xamarin, il n'y a pas de problème. On les appelle directement. On a aussi un fichier qui s'appelle entertainment.plist. Celui-là, je m'étale un peu moins dessus, c'est surtout pour tout ce qui est accès à l'écosystème Apple, donc Passbook, iCloud, Apple Pay, tous ces trucs-là. Et enfin, on a deux fichiers, Launch Storyboard et Main Storyboard. Alors, Launch Storyboard, c'est le fichier, en gros, c'est votre splash screen, ce qui va être lancé au démarrage de l'application. Et Main Storyboard, c'est votre écran de démarrage. Et là, puisqu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas fait d'iOS, il faut voir une chose, c'est que dans iOS, dans un storyboard, il n'y a pas qu'un seul écran. Je peux mettre plein d'écrans et définir les navigations entre ces écrans-là. De la même manière, pour définir une interface sur iOS, il n'y a pas de layout. C'est-à-dire, vous faites du XAML, vous mettez un stack panel, vous mettez une grid, vous êtes content, vous oubliez. Ça ne marche pas du tout comme ça. Sur iOS, pour positionner les éléments, on les positionne les uns par rapport aux autres. C'est un peu l'équivalent d'un relative panel, mais en beaucoup plus puissant, finalement. Et tout est fait par contrainte mathématique. Donc, ça paraît un peu violent quand je dis ça, mais en fait, si je mets un élément, je lui dis, toi, tu es à 20 pixels, alors je dis pixels, mais ce n'est pas des vrais pixels, hein, c'est pour simplifier, 20 pixels du top, 20 pixels de la gauche, toi, tu es à tel élément, enfin, toi, tu es à droite de tel autre, etc. Ça, c'est des positionnements simples, mais on peut faire des trucs plus compliqués. On peut avoir des cas où il y a des éléments qui, finalement, ils ont envie de prendre la même place à l'écran. Et ça, si on fait ça, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas joli. Les trucs qui se chevauchent, c'est pas bien. Donc il y a des concepts, on appelle les Content Hugging Resistance, compression resistance et la hugginess. Enfin bref, c'est des choses qui permettent de contrôler, en gros, entre deux éléments, lequel va gagner. Ils sont en train de se battre pour avoir le même espace dans l'interface graphique. Il faut décider lequel gagne. Il y a plein de concepts comme ça qui arrivent. Pour ceux qui ont fait un peu d'iOS, dans la dernière version de Xamarin, il y a le support des stack view directement dans le designer, ce qui n'était pas le cas avant, et y compris dans Visual Studio, si je ne me trompe pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Les stack view, c'est un peu l'équivalent d'un stack panel en XAML, mais sous stéroïde. Vous pouvez, c'est pas juste j'empile les éléments les uns dans les autres, c'est que je les empile les uns à côté des autres ou les uns en dessous des autres. Mais je peux dire quelle hauteur ils prennent, quelle largeur ils prennent, s'il y en a un qui est prioritaire par rapport à l'autre, qu'est-ce qui se passe si je rajoute un élément, comment je positionne les choses les unes avec les autres. Enfin bref, on peut faire des choses très complexes. Et si vous êtes intéressé, je vous montrerai des liens pour aller regarder comment ça marche. Il y a eu des conférences qui s'appellent The Mysteries of Auto Layout dans les Apple, dans les WDC. Et là-dedans, ça vous explique bien comment tout se passe. Alors ce fichier graphique, je peux l'éditer dans Xamarin Studio, dans Visual Studio, seulement lorsque vous êtes dans une équipe où vous avez des gens qui ont l'habitude de travailler avec Xcode, parce qu'ils font du natif, et ils ne sont pas contents. Parce que ça ne marche pas de la même manière. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez très bien ouvrir ce fichier dans Xcode. Et c'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais faire clic droit, Open in Xcode Interface Builder. Ça va m'ouvrir une instance d'Xcode. Il va générer un faux projet pour qu'Xcode soit content, finalement. Et là, on se retrouve avec une interface iOS. Ce qui fait que si je rajoute des écrans, je peux le faire directement dans Xcode. Je peux aller dropper
d'autres view controllers. Si je fais un bouton ici, dans mon interface principale, je le mets là, je peux lui dire, je vais y arriver, un de ces quatre, voilà. Je mets mon bouton ici, quelque part. Alors soit je ne sais vraiment pas faire un drag and drop, ce qui serait inquiétant, soit il y a un petit souci. Alors, on va essayer de le mettre là-dedans. Ah, voilà, je l'ai eu. On peut tricher avec Xcode. Ici, je vais m'amuser par exemple à dire, bah écoute, quand tu veux naviguer vers tel écran, si je clique sur ce bouton-là, voilà, hop, je peux faire ce qu'on appelle un segue. Donc dans mon segue, je vais aller définir, voilà, quand je clique sur un bouton, ça fait une navigation. Vous voyez, je n'ai pas fait une seule ligne de code pour l'instant. Alors, tout ce que je fais est possible purement en code. Il y a des gens qui le font. Tout le monde a le droit de perdre du temps. Donc on peut faire des segues. Et dans ces segues, je peux dire, bah voilà, je fais un show. Et là, ça va m'ouvrir mon interface. Et d'ici, je vais mettre un label, par exemple, avec un texte. Ok, je me fais avoir encore une fois. On va le faire comme ça. Voilà, un label. Ah, il ne l'a pas drag and droppé au bon endroit. Voilà. Label dans la view. Merci beaucoup. Et non, ça ne marche pas. J'ai pas de chance. Hop. Voilà, là ça marche. Du coup, j'ai fait mon label. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je sauvegarde? Je ferme Xcode. Vous n'êtes pas obligé. L'expérience montre que c'est mieux. Voilà. Des fois, il faut le dire plusieurs fois. Et là, ça va normalement me rafraîchir mon storyboard. Et si ça ne le fait pas, ben vous le rouvrez. Et ce sera rafraîchi. Alors l'idée, c'est qu'on ne passe pas souvent du temps à alterner entre l'un et l'autre. Puisque finalement, ce sont deux outils où on peut faire la même chose. Donc dans l'idée, c'est vous en choisissez un et vous le faites. Et maintenant, je vais compiler mon application sur iOS. Et on va voir ce que ça va donner. Normalement, je ne prends pas trop de risques là. En train de se connecter au debugger, ça s'affiche, boum, un bouton. Et quand je clique dessus, label. Waouh! Magnifique. C'est laid. Donc, comment on fait pour rendre les choses un peu plus jolies? C'est en dehors du scope de cette présentation. Mais avec Xcode, on peut faire des choses vraiment très très bien. Seulement, là où un développeur Xamarin C# confiant et à l'aise dans mon Visual Studio va venir, et s'il commence à faire son application iOS, il va falloir qu'il apprenne à utiliser aussi Xcode pour faire son design si vous souhaitez l'utiliser dans Xcode. Bon, vous n'êtes pas obligé. Je travaillais dans des équipes où il y avait des designers spécialisés là-dessus. Nous, en gros, on mettait dans Visual Studio, on mettait les storyboards avec les vues, on mettait les contrôles n'importe comment, et puis on disait au designer, débrouille-toi. Puis ça revenait, c'était joli. Ça, c'est une solution. Si vous avez les gens pour faire ça. Quand ce n'est pas le cas, il faut le faire vous-même. Et c'est très très bien parce que ça permet d'apprendre comment ça marche. Donc, je vais vous montrer un autre petit truc qui est assez intéressant et que je n'ai pas évoqué, et peut-être que certains d'entre vous auront tilté là-dessus. Alors, il faut que je retrouve mon Xcode que j'ai fermé d'ailleurs. Je vais le rouvrir. C'est qu'en fait, lorsqu'on fait une définition d'interface sur iOS, vous remarquerez, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais je vais vous le faire remarquer, c'est que votre écran, il est carré. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul téléphone Apple qui soit carré, j'en suis même sûr. Donc pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est là où interviennent les systèmes de contraintes que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est qu'en fonction de votre device, vous allez pouvoir appliquer des contraintes aussi. Donc dans l'idée, là, quand on est en carré, c'est qu'on est en mode any, on voit ça en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, voilà, any, width any, height any. Et lorsque j'affiche toutes les configurations possibles, ici, on voit qu'on est sur, en gros, c'est le mode neutre. C'est-à-dire que toutes les contraintes que je vais poser ici seront valides dans toutes les résolutions, sauf si je les désactive, mais ça, c'est un autre point. Voilà, on est en mode any. Maintenant, si j'ai besoin d'un design un peu plus particulier, en disant « Ah ouais, mais je suis sur un iPad Pro 12 pouces », bah là, je peux passer là-dessus.
Si, à contrario, j'ai un design très particulier sur un iPhone tout petit, un 4S, je peux le faire là-dedans. Et en fait, à chaque fois que vous allez cliquer sur un carré comme ça va changer le mode actuel de contrainte. Et ici, on voit qu'on est sur du compact au compact. Et là, toutes les contraintes que vous allez déposer à ce moment-là vont s'appliquer pour cette size class, puisque c'est le nom qu'on utilise pour ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer comment on fait une contrainte, juste rapidement. Dans l'idée, c'est que, je repasse en mode Any. Dans l'idée, ici, j'ai mon bouton. Je vais zoomer un petit peu. Et il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais montrer la façon la moins risquée, la plus simple. Ici, voilà, je vais y arriver. Clic. Je vais sélectionner mon... Ah, ouais, d'accord. Je vais le faire de l'autre côté, parce qu'il m'a viré ma view tout à l'heure quand j'ai fait mon drag and drop. Donc on va le faire ici. Je vais activer mes contraintes, et ici, il y a toute une série de contraintes que je peux définir, et ici on voit qu'il y a déjà des valeurs en fait. Et ces valeurs, ça correspond au frame. Donc en fait, dans iOS, par défaut, quand vous faites du design, vous designez en pixels. Si vous le placez à 257, quel que soit votre appareil, ce sera à 257. C'est généralement pas ce qu'on veut. Imaginons que je souhaite centrer ce bouton, c'est l'exemple le plus simple. Je vais plutôt mettre les trucs à 0 ici, hop, déjà, hop, on va tout supprimer. Voilà, il n'est pas content, tout va bien. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait d'iOS. Je fais pas mal d'Android ces derniers temps. Late frames, mon bouton il part n'importe où. Et ici, je peux commencer à placer des contraintes. Alors, je vous expliquerai ce qui se passe après, mais on va déjà faire ça. Non, pas celui-là. Comme ça. Boum. On peut updater les frames. Et je me suis raté, mais c'est pas grave, ce sera centré horizontalement, ce sera bien pour la démo. Donc on revient de l'autre côté. Et ce qui va se passer, c'est que si je change de taille de device ici, je vais pouvoir voir que mon label il est toujours collé à gauche, quelle que soit la taille de la résolution, et toujours centré. Alors si vous voulez vérifier comment ça marche, alors pour info, il y a eu je crois que j'en ai déjà peut-être parlé, il y a eu une update hier. Donc le Xcode que vous voyez, c'est Xcode 7. Un jour de démo, je n'allais pas faire une mise à jour. Donc il y a un petit truc qui a changé et qui est quand même mieux. Je vais vous montrer l'ancienne version. C'est qu'on est capable de prévisualiser ce que ça va donner sur chaque device avec iOS directement. Donc je vais aller là-dedans. Là-dedans. Ça ne s'invente pas. On choisit le storyboard. Et ici, on choisit son iPhone. Et je peux choisir l'orientation, par exemple, horizontale. Je peux ajouter un iPad Pro full screen à tiers. Voilà. Et en gros, tous les éléments s'empilent les uns à côté des autres, etc. Donc ça veut dire que, ici, si vous faites votre design à gauche, une fois que vous êtes à peu près confiant, vous faites la preview, vous n'avez même pas besoin de compiler. Vous avez déjà le positionnement des éléments, vous avez déjà le rendu, etc. Bon, ça demande un peu d'apprentissage au début, mais après, le fait de dire le natif, c'est plus lent, c'est moins vrai. À partir du moment où on sait comment se servir de ça. Donc ça, c'était un peu ce que je voulais dire rapidement sur iOS. Et maintenant, on va parler un petit peu d'Android. Et plutôt que démo, je ne voulais pas le faire deux fois, donc j'ai changé le texte. Donc dans Android, comment ça marche? Android, c'est un peu plus proche du mode de fonctionnement qui existe en XAML sur WPF, Silverlight, etc., dans le sens où on a un moteur de layout. Donc on a bien la philosophie de j'ai une boîte qui contient des boîtes, qui contient peut-être plusieurs boîtes, et dedans il y a encore des boîtes. Donc, des layouts qui contiennent des layouts, qui contiennent des contrôles, qui contiennent des layouts. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on design les interfaces, et c'est quelque chose qui est assez familier pour beaucoup d'entre nous. Là où iOS l'est moins. L'avantage d'iOS, c'est qu'on s'est toujours demandé pourquoi c'était plus rapide, c'est aussi pour ça. Parce que tous les calculs peuvent être accélérés par GPU, etc. Ça fait des petites différences. Donc au niveau du layout sur Android, on retrouve les mêmes philosophies qu'on peut avoir en Xamarin Forms. Donc typiquement, on a un stack layout qui va empiler les éléments les uns en dessous les autres. On a un relative layout pour positionner les éléments les uns par rapport aux autres, mais avec des contraintes plus simples que ce qui existe dans Android, dans iOS. On a eu
lors de la dernière Google Developer Conference, l'annonce d'un layout qui fait ce que je viens de vous montrer sur iOS. Et maintenant, quand vous téléchargez Android Studio, que vous faites un projet de démarrage, vous n'avez pas le choix, c'est celui-là qui est là par défaut. Ils ont bien compris que ça marchait plus vite. Voilà, vous avez ce que vous retrouvez habituellement dans Android. Vous avez finalement, en termes de layout, pour un développeur XAML, ça va être beaucoup plus simple. On a des text view pour les champs texte, etc. Et là, pour le coup, je vais montrer directement un projet qui a été fait. Donc, je rouvre l'application qu'on vous a montrée tout à l'heure. Je vais vous expliquer un peu comment c'est architecturé. Donc, ici, j'ai mon application Android qui apparaît quelque part dans le coin. Donc, on va fermer Forms, on va fermer Core. Voilà, j'ai mon application native Android, et dedans, j'ai mon Main Activity. En Main Activity, c'est le point d'entrée de l'application. Alors, comment c'est défini le point d'entrée? Pour les développeurs qui font de l'Android natif, ça c'est un truc qui est cool avec Xamarin, c'est qu'on n'a pas besoin d'éditer le fichier XML de manifeste à la main pour préciser tous les noms des activités, les entry points, etc. On met un attribut C# et Xamarin, à la compilation, il va remplir le XML. Si vous n'avez pas fait d'Android, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est chiant. Mais ça le fait tout seul. Donc là, j'ai défini mon activité comme main launcher, c'est-à-dire que c'est le point d'entrée de l'app. Alors qu'est-ce qu'une activité déjà? Est-ce que quelqu'un, à part les développeurs Android, parce que c'est triché, est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce que ça peut être une activité? Grand blanc dans la salle. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est vraiment pas loin. La plupart des gens ont tendance à dire c'est un écran. C'est pas faux, mais une application c'est mieux. En fait, une activité, c'est on peut voir ça comme un processus dans Android. Et les activités communiquent les unes avec les autres par message. Quand on ouvre une nouvelle activité, on ne dit pas à notre application « ouvre la vue ». Non, on dit au système « ouvre-moi l'activité ». Donc ça passe par l'OS et ça revient. C'est comme ça que ça marche. Chaque activité a son propre cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va avoir un on-start, on-pause, on-resume, on-create. Et là, je ne vous parle que des activités. Il y a d'autres joyeusetés dans Android qui s'appellent les fragments, mais ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Les fragments, rapidement, ce sont en gros des user control qui ont décidé d'avoir un cycle de vie différent de leurs parents, des activités. Du coup, quand on essaye de jouer les uns avec les autres, parfois, on a des petits soucis. Surtout si vous faites de l'asynchronisme. Bref. Dans nos activités, là, je vais pouvoir définir le fichier graphique utilisé. Je vais pouvoir... finalement, c'est un peu la classe Dieu, quoi. Android, elle connaît tout. Elle connaît les services système, elle connaît le cycle de vie, c'est elle qui charge la vue, c'est elle qui répond aux events utilisateurs, c'est fait tout. Et du coup, pour bien architecturer son code, c'est un peu plus compliqué. On en parlera après. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est l'application Android, donc on va la lancer. Et si les dieux de la démo sont avec moi, ça va fonctionner. Donc l'application, c'est la même que celle que vous avez vue tout à l'heure. Pardon. C'est la même que vous avez vue tout à l'heure. Par contre, elle est faite entièrement en native, en utilisant exactement les mêmes contrôles qu'un développeur l'aurait fait en Java, sans MVVM. Donc là, finalement, le seul truc, c'est que j'ai un viewModel comme source de données, mais il n'y a pas de binding. Merci Anthony. Pour la suite de cette présentation, je vais passer en mode silence. Voilà. Donc j'attends que ça build et c'est Starting Nexus 4 qui est déjà démarré. C'est pas grave. On va lancer l'application qui est déjà installée. Je vais arrêter le build pour éviter les... On va lancer l'application déjà installée. Ça, c'est la version Forms, c'est pas celle-là. Je ne l'ai... Selenza App Native. Voilà. Donc là, ça fait des appels de web service. Donc, si j'ai pas de chance, ça va pas se charger. Si j'ai de la chance, ça va se charger.
J'ai pas de chance. Comme quoi, les dieux de la démo ne sont pas avec moi non plus. Je vais tuer l'émulateur et on va le relancer. Voilà. Peut-être comme ça marchera mieux. Dans l'idée, c'est que dans cette démo, j'ai utilisé une Recycler View. La Recycler View, c'est la list view qui existe dans Android et qui utilise le concept de virtualisation et de recyclage des cellules dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui fait qu'en termes de performance, on a tendance à aller quand même beaucoup plus vite. Dans cette démo, j'ai aussi utilisé une bibliothèque pour la gestion des images, qui est une bibliothèque native qui s'appelle Picasso. Il y en a plusieurs sur Android, il y a aussi Glide. Donc Xamarin, Picasso est assez bien bindé, donc j'ai utilisé celle-là. Ce qui permet d'avoir des chargements d'images beaucoup plus rapides. Hop. Et ben dis donc, c'est sympa. Hop, et je vais vous montrer un peu de code. Tout à l'heure, on vous a présenté le fait qu'une façon d'architecturer son code consistait à mettre le projet, tout ce qui n'est pas graphique dans une PCL éventuellement. Ensuite, éventuellement, en Forms, on fait une PCL qui ne contient que les choses graphiques. Et après, on peut faire référence. Ce qui permet, dans mon projet, à faire référence directement à la partie core. Parce que moi, je ne fais pas référence à Forms. Ce qui fait que je peux utiliser ViewModelLocator. Vu le nombre de mains qui se sont levées tout à l'heure sur le XAML, je pense que ça parle à la quasi-totalité des gens. Donc je ne vais pas revenir dessus. Ici, je récupère le ViewModel de mon interface et j'appelle une méthode load. Et cette méthode load, elle fait un async void. Remarquez ce magnifique try-catch sur l'async void. Si vous faites des async void sans try-catch, votre appli va péter à un moment ou l'autre. Si vous avez des questions pour savoir pourquoi, venez après la session. C'est super dangereux. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ma Recycler View, qui est définie dans mon interface graphique. J'ai défini la manière avec laquelle elle doit s'afficher, parce qu'une Recycler View, on peut lui dire en vertical ou sous forme de grille. Là, je lui ai dit, en gros, c'est une liste toute simple sous forme verticale. Et après, lorsque tous mes éléments sont chargés, j'affecte ma source de données à ma Recycler View, avec un adapteur. Ça, c'est aussi un concept qui n'existe pas dans le monde XAML, le concept d'adapteur. Il existe aussi dans iOS, ça s'appelle les Table View Source. Ce concept, c'est j'ai une classe dont le seul rôle, c'est de transformer mon objet data en objet graphique, qui sera utilisé dans la liste. Alors que quand on fait du binding sur des list view, même en Xamarin Forms, on applique un template. Et lui, il fait l'instanciation automatiquement en fonction de l'élément, et via binding, il va chercher les propriétés. Là, on a directement une classe dont c'est le boulot. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment elle fonctionne. Hop. Donc ici, on voit qu'on hérite de recyclerview.adapter. Pour faire un recyclerview, il faut hériter de ça et avoir un adapteur. Cet adapteur, il a plusieurs méthodes. Une, le constructeur qui prend la liste des éléments, jusque-là, ça devrait aller. Le count, il a besoin de savoir combien il y a d'éléments dans la liste pour faire son affichage. Une méthode qui s'appelle unbindViewHolder. Là, on commence à reparler un petit peu de binding, sauf qu'il n'est pas défini en XAML. Et ensuite, je vais scroller un petit peu en dessous, et on a le onCreateViewHolder. Ce qu'on appelle le viewholder, rapidement, dans Android, c'est une classe qui va juste maintenir les références sur une vue. Pourquoi? Parce que sur Android, à chaque fois qu'une cellule est réutilisée, vous allez faire un lookup dans l'arbre graphique des contrôles qui vous intéressent. Quand il y a 5 éléments dans la liste, ça va. Si vous en avez 2000 et que vous faites 2000 fois le lookup, multiplié par le nombre de contrôles que vous faites un lookup, ça commence à devenir beaucoup. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que puisque les cellules sont réutilisées, recyclées, et que le côté graphique est toujours... les cellules sont toujours les mêmes, en fait. Au bout d'un certain temps, on en a 10 ou 6, ça dépend de la taille des cellules, mais au pire, on en a 10, on va dire. Dès qu'on a ces 10 cellules, à partir du moment où on a fait 10 fois le findViewById pour avoir mon image view et mes text view, c'est bon, je ne les fais plus. Ce qui fait que je paye le coût qu'une seule fois. Et en termes de performance, c'est le jour et la nuit de faire ça.
Ensuite, j'ai créé des références ici, et ces références, je les utilise en bas dans le binding. Donc, lorsqu'on me demande, lorsque la RecyclerView a besoin d'un nouvel élément, on lui dit d'aller, je vous passe la syntaxe, hein, on lui dit d'aller instancier finalement un fichier graphique qui s'appelle Cell Expert Item Layout. Alors pour ça, on va dans le dossier ressources et dans le dossier Layout. Ceux qui font de l'Android constateront que c'est exactement la même chose que sur une application Android native. On a les mêmes dossiers au même endroit avec les mêmes conventions de nommage. Si je charge mon fichier, ici il me propose un magnifique violet avec 2 fois Toto. Et on a un linear layout, donc un stack panel, dans lequel j'ai mon image view, qui a une hauteur fixe, et 2 text view. Vous voyez que ce n'est pas un layout très compliqué, et même si vous n'avez jamais fait d'Android, je suis sûr que la plupart des gens qui ont fait du XAML, ils comprennent à peu près ce qui se passe là. L'écrire, c'est autre chose. Le lire, c'est déjà une bonne chose. Alors, vous constaterez que j'ai mis des identifiants à ces éléments, de façon à pouvoir faire un FindViewById, qui me permet d'aller récupérer ce contrôle-là. A priori, l'application a l'air d'être lancée. Voilà. Et vous voyez que ça scrolle plutôt fluide. Je peux essayer de scroller plus vite, mais avec la souris, c'est un peu compliqué. Et ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est qu'il y avait un système de placeholder. Une fois qu'on n'en a plus besoin, on affiche l'image. Et après, il n'y a plus de problème de performance. Les images, elles s'affichent instantanément, il n'y a pas de souci. Vous pouvez imaginer que quand vous avez 2000 éléments et que ça fonctionne de cette manière-là, bah, l'utilisateur il est content, mais vous aussi. Parce que vous n'allez pas vous taper 1 sur le store. Vous allez garder votre boulot. Donc, comment ça marche pour avoir cette performance-là? Déjà, le recycler, le viewholder. Et ensuite, dans le binding ici, parce que finalement, c'est là qu'on fait le binding, on récupère le viewholder associé et la position de l'objet dans la source de données. Donc ici, moi, j'ai sauvegardé ça dans une liste locale, puisque j'ai fait un toList dessus. Et ce qui fait qu'avec la position, je peux y accéder avec les index. Il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais regarder la picture et tout. Et là, j'utilise Picasso, le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Picasso, ça va me permettre de chercher des images de manière très performante. Il y a d'autres livres, j'en ai déjà parlé. Mais l'idée, c'est que je lui dis, voilà, je veux que tu me cherches telle image. Comme placeholder, tu utilises ce truc-là. Tu me la mets au centre. Et puis, tu t'arranges pour que ça rentre. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger les images. Il va faire ça dans des threads background system, enfin, dans des vrais threads natifs. Il va commencer à faire son traitement dans des threads, il va redimensionner les images, et une fois que tout est fini, il la met directement into l'image de mon viewholder. Et là, on a un traitement qui est déclaratif. Finalement, là, je viens de faire de la programmation fonctionnelle. Ce n'est pas du F#, mais ce que j'ai fait, c'est ça. Je lui ai dit ce que je voulais, je ne lui ai pas dit comment le faire. On est fonctionnel, il y a moins de problèmes. Là, ici, on retombe sur un truc un peu plus classique où j'affecte les champs texte à la main. Alors, pourquoi je fais un not null string or empty? Android déteste le nul dans le champ texte d'un text view. Si vous le faites, l'appli pète. Donc, ça va devenir un réflexe. Même si c'est jamais nul, faites-le. Un jour, ça sera nul. Donc, voilà un peu pour l'idée de comment ça fonctionne et comment ça marche. Maintenant, je vais peut-être essayer de faire autre chose. C'est de retirer le placeholder et de retirer le fit, et on va voir ce qui se passe. Je fais une deuxième compilation, j'aime le risque. Pendant que ça compile, est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, il y a deux choix. Soit personne n'a compris, soit j'ai été le plus clair du monde. J'espère que c'est cette solution-là. Et oui, forcément, crop. Voilà, donc je vais peut-être plutôt laisser le fit, parce que ça fait le calcul de hauteur. On va juste supprimer le placeholder. Et peut-être utiliser une image small pour la route, pour voir à quel point elle est belle. Je ne sais pas s'il y a la source de données dedans. Il y a la source de données? Bon, c'est parti. Voilà. C'est magnifique. Et vous voyez que je n'ai pas fait de modification particulière. On a la même fluidité, on a le rescale, on a tout ce qui va bien et tout.
Donc ça, c'est un exemple. Pourquoi cet exemple-là? Déjà, j'utilise des contrôles natifs. Ensuite, j'utilise une librairie native, Picasso pour la gestion des images, qui vous rend beaucoup de services. Et je suis entièrement intégré dans le cycle normal d'une application Android. Donc on est assez loin du Forms, mais finalement, en termes de résultats, c'est bien. C'est fluide, c'est rapide. Et si vous cherchez comment faire cette chose-là, Stack Overflow est votre meilleur ami. Alors maintenant, on va parler un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du natif? Le premier point, je pense qu'il est assez évident, c'est parce que ça trace. Donc ça, c'est ce qu'on veut, l'appli, elle est fluide, elle est rapide. Après, si vous faites un mauvais code, l'application ne va pas être rapide non plus. Donc c'est juste que ça demande de savoir comment faire. Une intégration complète au système. Ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est que tous les éléments graphiques que vous avez vus à l'écran, les couleurs, etc., je n'ai rien surdéfini. Ça, c'était déjà des trucs dans le framework, j'ai fait une référence dessus, dans le framework Android. La couleur purple, c'est une couleur qui existe déjà, je ne me suis pas embêté. Et j'utilise exactement les mêmes fichiers XML, les mêmes fichiers de ressources qu'une application Android normale. On parlait de Stack Overflow, ça paraît bête comme ça, mais ça sauve des heures de développement, surtout sur Android. Ou en fonction du SDK qui compile, du SDK qui run l'application, du constructeur du téléphone, de la surcouche graphique qui est appliquée dessus, si le truc est routé ou pas, on peut avoir des bugs qui n'ont rien à voir. En Forms, on a parlé des renderers tout à l'heure. Si vous faites une application en Forms, potentiellement, à un moment, vous aurez besoin de revenir en natif. Si vous savez faire du natif, ça va tout de suite être beaucoup plus facile. Si vous ne savez pas le faire, bah, vous allez être à l'aveugle. Je sais, j'ai commencé comme ça. J'étais content avec mon Forms au début, et après j'ai voulu faire un truc un peu custom. Mais qu'est-ce que c'est que ces API iOS bizarres? Et après, on finit par comprendre comment ça marche, et on se dit c'est trop bien. Il faut apprendre, en gros. C'est quelque chose qui prend un peu de temps. Mais une fois que cette étape a été faite, les applications que vous allez produire seront potentiellement les meilleures. Alors, on parle du résultat final. Après, c'est une question de temps, c'est une question de qu'est-ce que je décide d'utiliser. Enfin, est-ce que mettre une fois et demie le temps, parce que j'estime que je vais être plus long d'une fois et demie par rapport à une application Xamarin Forms vaut le coup, si je suis 3 fois plus long qu'une application Xamarin Forms, que ça vaut le coup, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre projet. Néanmoins, vous maîtrisez parfaitement Xamarin Forms, vous maîtrisez parfaitement le natif, vous irez plus vite en natif, c'est sûr. Un autre petit détail intéressant, je suis intervenu sur un projet où je vous en ai parlé, il y avait des développeurs qui étaient, enfin surtout des intégrateurs qui étaient habitués à travailler avec Xcode. Le fait d'utiliser des storyboards dans notre application Xamarin a facilité le fait que moi je ne sais pas faire d'intégration graphique très jolie sur iOS, pas de problème, tant que je lui mets mes contrôles, moi je les remplis comme je veux et lui il les positionne où il veut. On peut séparer le travail comme ça. De même, si vous êtes dans des équipes, je travaille aussi en ce moment à Se Loger, où on a un développeur qui vient du monde Android, qui apprend Xamarin à partir de ses connaissances Android, pour lui c'est assez simple finalement. Il arrive, il faut les mêmes classes, c'est juste qu'il y a une majuscule à la place d'une minuscule et grosso modo, il arrive à faire ce qu'il veut. Il utilise les mêmes fichiers XML, il met les trucs au même endroit, il n'a quasiment rien d'autre à apprendre que le C#. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, on va parler un peu d'MVVM. Alors, MVVM, déjà, ce n'est pas un framework. Que les choses soient claires. Ce n'est pas le framework MVVM. C'est un pattern. Et encore. On va dire que c'est plutôt une bonne pratique d'architecture d'application, de présentation. Donc ça, c'est un titre un peu à rallonge, mais c'est pas mal, ça reflète assez bien ce que je pense du truc. Il n'est pas nécessaire d'avoir un framework pour faire du MVVM. Tout à l'heure, j'ai vu un ViewModel. Tous les chargements du ViewModel, il y a de l'injection de dépendance, il y a un service locator, il y a tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est du MVVM. Pourquoi c'est du MVVM? Parce que j'ai ma vue qui connaît mon ViewModel, mais mon ViewModel ne connaît pas ma vue, et mon ViewModel connaît le modèle, et ma vue ne connaît pas le modèle. Donc on respecte bien les différentes couches. Quelle est la différence? C'est que moi, je n'ai pas de binding, finalement, dans cette application-là. Je peux en mettre, on verra comment, mais je ne suis pas obligé d'en mettre partout, surtout pas dans les listes. Là, il faut que ça aille le plus vite possible. Le binding va vous faire ralentir. D'ailleurs, si vous faites de l'UWP et que vous faites une application avec une liste qui a énormément d'éléments, vous verrez que vous ne faites pas vraiment du binding.
Il y a des techniques pour le faire en XAML, ça s'appelle XPhase, je passe le détail, mais surtout, vous avez un peu le même concept qu'un adapteur qui existe. Tout ça pour les performances. Ce n'est pas toujours la meilleure solution. Ce n'est pas parce que vous avez pu tout faire avec du binding que votre application elle sera meilleure ou plus maintenable. Parfois, quand on fait un button click et qu'on veut afficher une dialogue, c'est plus simple de le faire directement dans le button click. Alors, ça viole quelques responsabilités. Et encore, ça dépend vraiment de ce que vous faites, finalement. Une chose qui est sûre, c'est que tout le code qui sera écrit dans le code behind, pas vraiment de code behind, mais dans votre code graphique, n'est pas testable par du test unitaire. Après, vous placez le curseur où vous voulez, mais ce code n'est pas testable directement. Vous pouvez tester après votre application avec Xamarin UI Test, ça, il n'y a pas de souci, ou avec Test Cloud. Mais le code en lui-même, cette partie-là, il n'est pas testable unitairement. Donc, si votre objectif est d'avoir un maximum de tests unitaires, même sur le fait d'afficher un dialog pour dire « Oups, j'ai pas de réseau », il faut déporter toute cette logique dans le ViewModel. Quand votre besoin, c'est d'initier la navigation vers un autre écran depuis un storyboard iOS parce que vous voulez customiser une segue pour passer des paramètres, vous vous rappelez la navigation que j'ai définie en drag and drop tout à l'heure, faut le faire dans le code graphique. Ça, il n'y a pas de solution. Mais bon, c'est quand même une bonne pratique, et pour ça, il faut vraiment essayer de respecter ce pattern au maximum. Donc, juste pour rappel, le MVVM, c'est quoi? C'est ma vue qui utilise un ViewModel comme source de données. Le ViewModel, son but, c'est de réagir aux modifications de la vue et de réagir aux modifications du modèle et de s'arranger pour qu'il y ait les propriétés qui lui permettent à la vue d'afficher les données qu'elle veut. On a parlé de converteur tout à l'heure. Finalement, si vous créez une nouvelle propriété dans votre ViewModel qui, par exemple, je ne sais pas moi, full name, vous pourriez imaginer avoir une propriété full name qui fait la concaténation entre first name et last name. Vous pourriez aussi imaginer avoir un converteur. Mais finalement, cette logique-là, ça peut rentrer dans le ViewModel et souvent, ça y rentre. Pour la problématique de formatage, ça peut être dans le ViewModel. Et ça arrive régulièrement lorsqu'on cherche un fichier ressource dans lequel, par exemple, qui est traduit et dans lequel on veut insérer une valeur monétaire. Par exemple, vous nous devez tant d'argent, you own us tant d'argent. Bah, là, on a un petit placeholder dans les fichiers ressources et c'est le ViewModel qui va faire le formatage de cette donnée-là. Ensuite, on a les commandes. Les commandes, c'est l'équivalent, très rapidement, des events, mais côté ViewModel. L'avantage, c'est que c'est testable, qu'on peut les modifier, etc. Les services, c'est peut-être une des choses qui est la moins bien respectée en MVVM à chaque fois que je passe sur un projet. C'est que normalement, dans le ViewModel, si on respectait correctement les choses, je ne suis pas censé avoir de code d'accès aux données direct. Je ne suis pas censé avoir de logique de traitement lourde, compliquée. Par exemple, faire une boucle de 10 000 itérations pour aller modifier des valeurs, ce n'est pas nécessairement le but du ViewModel. Je suis tenté même de dire que dans le ViewModel, vous ne devriez avoir que du traitement qui sert directement à l'affichage graphique. Lorsque c'est un autre traitement, ça passe côté service. Votre service, vous allez l'injecter par dépendance. Ça parle à tout le monde, l'injection de dépendance? Ouais, bien. Vous allez l'injecter, faire une injection ou l'inversion de contrôle, vous allez utiliser votre appel de réseau, vous allez accéder à votre base de données directement dans vos services. Typiquement, un repository, ça peut être vu comme un service dans certaines situations. Ça peut être séparé, et ça peut être vu comme un service. Parce que côté mobile, on n'a pas la même séparation au niveau-là que quand on fait du serveur avec de la Liberty ou Unity Framework. Bref, toute cette logique-là est côté service. Et si je devais dire autre chose, tout le monde est familier avec Async Await ou pas? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas du tout Async Await? Ok. Async Await, rapidement, c'est quelque chose qui nous permet, c'est un sucre syntaxique qui nous permet d'écrire du code asynchrone de manière synchrone, finalement. Quand on le lit, on a l'impression que c'est synchrone, mais en fait, derrière, ça génère une machine à état, c'est asynchrone, voilà, tout va bien. Petit parallèle. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que configure await? Qui ne connaît pas configure await? Ah, plus de gens. Je ne suis pas étonné. Configure await, c'est quelque chose qui va vous permettre de dire mon code asynchrone, lorsqu'il est terminé, est-ce que je reviens sur le thread qui m'a appelé ou est-ce que je reste sur le thread où je suis?
Côté ViewModel, vous ne devriez jamais utiliser configure await. Côté service, vous devriez toujours l'utiliser. Parce que côté service, vous ne faites pas de modification liée à la vue. Bon, c'est un peu strict ce que je viens de dire, mais dans l'idée, c'est ça. Côté service, vous ne faites pas de modification à la vue, vous n'avez pas de raison de vous amuser à changer de contexte en permanence, surtout que le contexte principal, c'est le thread UI. À chaque fois que vous rebasculez sur le thread UI, vous bloquez le thread UI, et un changement de contexte au niveau threading, ça prend quelques millisecondes à chaque fois. Donc moins vous en faites, mieux c'est pour votre appli. Au niveau des frameworks, puisque tout le monde aime ça, il y en a 3. J'en ai utilisé 2, MVVM Lite et MVVM Cross. MVVM Lite n'est pas un framework, déjà. Pour moi, c'est un toolkit. C'est une boîte à outils. Je ne suis pas obligé de tout utiliser, ce n'est pas envahissant. Je ne suis pas obligé de me plier à la façon avec laquelle le concepteur du framework veut que je développe. Si j'ai envie d'utiliser que le petit moteur d'IOC, je peux le faire. Si je veux utiliser du binding, je peux le faire. Mais en aucun cas, ça me fait changer mon code finalement. Je n'ai pas besoin d'hériter de classes différentes par rapport à une application native normale. À la différence d'MVVM Cross, où là, sur Android, on ne va pas hériter de Activity, on va hériter de MVX Activity. Ça apporte plein de fonctionnalités très intéressantes. Mais comme tout framework, comme toute fonctionnalité apportée, ça a un coût. Donc si vous estimez que pour votre application, ça vaut le coup justement d'utiliser ce genre de framework parce qu'au niveau performance, il n'y a pas de souci, faites-le. Sinon, évitez. Une chose à faire, c'est que quand on utilise du MVVM Lite et qu'on commence une application, si jamais on n'a plus envie de l'utiliser, à retirer, ce n'est pas très compliqué. MVVM Cross, c'est différent. C'est un choix à plus long terme. Au niveau de l'orientation, on a aussi une différence. MVVM Lite, on est plutôt view first. Ça veut dire que c'est la vue, pour schématiser, c'est la vue qui instancie le ViewModel et qui va chercher le ViewModel. MVVM Cross, c'est l'inverse. C'est le ViewModel qui va chercher la vue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on crée une vue dans iOS, par exemple, on fait une navigation, dans le Will Appear, on peut faire un on view Will Appear, je crois que je ne me rappelle plus exactement du nom de l'event. On peut aller chercher le ViewModel, et c'est ce qu'on fait en MVVM Lite. Par contre, dans MVVM Cross, on fait un show ViewModel, et avec le show ViewModel, il va regarder quel ViewModel correspond à quelle vue, il va instancier la vue, une fois qu'il a fini, il injecte le ViewModel dans le truc, et ensuite il applique le binding. Donc ça fait plein de choses, c'est bien, mais ça a un coût. Donc toujours garder ça en tête. Un framework, ce n'est pas quelque chose de gratuit en termes de maintenance. Le binding est faisable par code, que ce soit dans iOS ou Android, sur MVVM Lite, et MVVM Cross, on peut faire aussi du binding dans les fichiers XML. Pareil, ça a un coût. Donc c'est bien, et voilà, il faut juste benchmarker le truc pour votre application. Il y a des contrôles graphiques supplémentaires, etc. Et j'ai mis le petit dernier, React UI, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai commencé les Reactive Extensions en 2011 déjà. C'était assez intéressant, c'était assez marrant. Qui ne connaît pas les Reactive Extensions? OK. Pour faire très simple, vous faites un for each dans une liste. C'est vous qui demandez à la liste le prochain élément. Quand on fait de Reactive Extension, on utilise plutôt de la programmation réactive. C'est la liste qui nous donne automatiquement le prochain élément. Donc il n'y a pas de for each, il n'y a que des subscribes. Donc ma collection observable, je fais un subscribe dessus, et quand un nouvel élément est disponible, ça me l'envoie. Il y a deux types de collections. Il y a les collections qui s'appellent hot et cold. Les cold, c'est des collections qui existent déjà en mémoire, donc en fait, il fait comme un for each. Et les collections hot, c'est par exemple des événements qui viennent du réseau. Des événements souris, des événements clavier, etc. Et Reactive UI est entièrement basé sur Reactive Extension. Donc votre programmation va être plus fonctionnelle, moins d'effets de bord, et complètement asynchrone, mais de partout. Je vous invite à jeter un œil juste pour voir comment ça marche. Les Reactive Extensions, une fois qu'on les a vus, ça change la vie. Au niveau des points clés, je pense que c'est assez clair maintenant, la programmation native demande un temps de formation qui est variable en fonction du passif de chaque développeur. Ça nécessite une bonne architecture. Pourquoi? Parce que si on est en Xamarin, c'est qu'on cherche à maximiser le code réutilisé et du coup,
faire une bonne architecture, ça nous permet d'avoir le plus de code possible réutilisé, y compris, même si on a des UI qui sont très différentes entre les plateformes. C'est plus dur au premier abord. Ça, c'est vrai que pour une rentrée en matière, c'est un peu rude. Et ce n'est pas toujours la meilleure solution. Par contre, voilà, il faut étudier le sujet. Et pour réitérer ce que je disais ce matin, grosso modo, si vous êtes sur une application B2C, par défaut, j'ai tendance à dire Xamarin natif. Si vous êtes sur une appli B2E, donc une appli interne, B2E, ça veut dire Business to Employees, là, j'ai plutôt tendance à dire par défaut Xamarin Forms. Après, il y a des variables d'ajustement de chaque côté, mais ce réflexe, il est plutôt comme ça. Et je pense que c'est un réflexe qui est plutôt sain à avoir. Parce qu'en B2C, ce qui est important, c'est que l'application soit la plus rapide, la plus performante pour que vos utilisateurs soient contents et qu'il y ait des bonnes notes sur le store. Et ça, vous êtes sûr de l'avoir avec du natif. Prenez pas de risque là-dessus. Et surtout, pas de limite. Tout ce que je peux faire avec iOS ou Android, je peux le faire. Et sur iOS, je prends souvent cet exemple-là, il y a une API qui s'appelle Metal, qui permet de faire du code graphique. Elle est exposée dans iOS, vous pouvez l'utiliser. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite que de l'OpenGL. Est-ce que vous avez des questions? C'est magnifique, tout le monde a compris. Ou alors j'ai perdu tout le monde. Mais... Voilà. Bon, bah écoutez, merci. Je vous invite à faire une petite pause avant qu'on enchaîne sur les autres sessions. Et puis, si vous avez des questions après, n'hésitez pas, je suis là.